Le 4 politique de la semaine, l'émission hebdomadaire du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants aujourd'hui, Christine Clair, Le Point, Alberto Toscano, Presse européenne, Michel Taubman, Politique internationale et Bruno Finel, Midiste Today. On va parler des premiers pas du gouvernement israélien et de la décision d'un ministre de ce gouvernement de se rendre sur l'esplanade du Temple à Jérusalem. On va parler de la guerre des propagandes en Ukraine et de Poutine qui continue à assimiler les Ukrainiens à des nazis. On va parler du retour de l'Amérique sur la scène internationale, de la réforme des retraites qui va occuper l'agenda politique dans les jours et les semaines qui viennent. Et puis, on va parler aussi du procès de la mosquée de Paris contre Michel Houellebecq. Bonjour à tous et bonne année pour cette première... ce premier magazine de la saison. On va commencer avec vous, Bruno Finel, parce que vous revenez d'Israël. Cette montée de Ben Gvir sur le mont du Temple, qui fait office un peu de politique générale du nouveau ministre, comment est-elle perçue dans l'opinion, puisque vous revenez d'Israël ? Dans l'opinion, les soutiens de Ben Gvir estiment qu'il a bien fait d'aller sur le mont du Temple, l'esplanade des mosquées, mais une grosse partie de la population estime que c'est une grosse bêtise. La preuve, quand vous voyez le résultat que ça a au plan international et les réactions violentes de pays qui ont pourtant signé des accords de paix avec Jérusalem, les Émirats, le Maroc, Bahreïn et autres, y compris la réunion du Conseil de sécurité hier soir pour parler de cette affaire, c'était pas très malin pour 10 minutes de marche sur l'esplanade. D'autant plus que Netanyahou a été obligé de préciser le lendemain que le statu quo n'était pas remis en cause. Donc il aurait mieux fait de dire à son ministre, n'allez pas ou allez dans quelques mois. Mais inévitablement, ça crée des problèmes. Certes, il n'a pas prié, mais qu'est-ce qu'il a besoin de faire ça ? Il y a d'autres problèmes urgents à régler en Israël en ce moment que d'aller se balader sur le mont du Temple. Le problème est qu'il l'a dit à son ministre, parce que Ben Gvir a rencontré Netanyahou avant d'aller sur le mont du Temple, sur l'esplanade des mosquées, et il l'a fait malgré probablement la mise en garde de Netanyahou, dont c'est, à mon avis, la démonstration d'une atmosphère de forte friction à l'intérieur du gouvernement. Absolument. En même temps, avec l'idée que tout le monde, des chrétiens, des musulmans, peuvent se rendre sur l'esplanade. Pourquoi est-ce que c'était un acte? C'est comme ça qu'il l'a expliqué, hein, vous allez commenter, mais finalement, pourquoi est-ce qu'un citoyen israélien, fût-il ministre, ne pourrait pas se rendre sur l'esplanade? Justement, étant ministre, ça devient un acte politique, il n'y a pas de doute sur ça. Et ça n'apporte rien au schmilblick. Je veux dire, c'est quand même quelque part de la provocation, d'autant plus que le statu quo est maintenu. N'importe qui peut se rendre sur l'esplanade à condition de ne pas prier. C'est ça l'accord, depuis 1967. Et il le sait, ça n'apporte rien. Voilà. Mais ça fait partie d'une ambiance absolument terrible en Israël en ce moment. Oui, ça a provoqué la démission de l'ambassadrice aussi d'Israël. Non, c'était avant. Ah bon. Enfin, c'était en avant-garde, si je peux dire. Elle se doutait que ça allait se passer. Mais ça ne fait que durcir le climat général. Mais de façon, on en parlait avant l'émission, où est-ce que ça va bien ? Où est-ce que les choses vont mieux ? Tout se durcit. On a l'impression que c'est toujours les gens les plus violents, les plus durs qui l'emportent pour le moment sur les autres. En réalité, la situation que vous avez aujourd'hui... Les autres ont l'air de mou, de nuls, Mais la situation que vous avez aujourd'hui en Israël est le résultat de plusieurs années de tous anti-Bibi. Oui. Si les Yair Lapid, Lieberman, Benny Gantz n'avaient pas été dans cette logique de tous anti-Bibi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tous ces partis religieux ne seraient pas au gouvernement. Donc en fait, c'est tous coupables, tous les partis politiques de tous bords. Michel, le tout, c'est quand même de savoir si Bibi va réussir à empêcher l'Iran d'avoir la bombe et s'il va rallier autour de lui non seulement les États-Unis, mais quelques pays arabes. C'est un grand pari mondial
Bon, bien sûr, l'histoire de l'esplanade, c'est très important, mais le pari mondial, ça nous concerne tous. Alors, certains estiment, on l'a dit dernièrement ici même, certains estiment qu'il va y avoir une course de vitesse entre la durée de vie de ce gouvernement et d'un autre côté le décompte entre l'uranium enrichi et le nucléaire en Iran. Michel Taubman. Pour vous répondre, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on incrimine les adversaires de Bibi des actes de Bibi. C'est-à-dire que Benyamin Netanyahou est le seul responsable de ces actes. C'est lui qui a décidé de faire alliance avec l'extrême droite. Jacques Chirac et la droite française, pendant des années, ont été écartés du pouvoir parce qu'ils refusaient cette alliance avec l'extrême droite. Alors, souvenez-vous, en 1987 ou 97, aux législatives, la droite et l'extrême droite étaient largement majoritaires au premier tour, mais il y a eu des seconds tours avec des triangulaires, et comme il n'y avait pas d'accord de désistement entre la droite et l'extrême droite, ce sont les socialistes et la gauche plurielle qui sont arrivés au pouvoir. Donc rien n'obligeait Netanyahou de faire cette alliance avec cette extrême droite, sauf sa situation personnelle, sauf sa volonté de se maintenir au pouvoir. Et effectivement, les autres ont aussi une responsabilité. C'est-à-dire que cette alliance qui a dirigé Israël pendant 1 an et demi, et que moi j'ai plutôt apprécié, cette volonté de rassembler la gauche, le centre-gauche, le centre-droit, des religieux comme Bennett et des Arabes, comme Mansour Abbas, c'était quelque chose de positif. Simplement, ils ont échoué. Ils ont échoué parce que c'était une majorité de briques et de brocs, parce qu'ils ont fait un peu comme Netanyahou, ils ont mis en avant Bennett, ils ont eu cette astuce de mettre en avant quelqu'un qui venait du sionisme religieux et comme Netanyahou a fait en mettant à la tête de la Knesset un homosexuel notoire. C'est-à-dire que on prend des gens à Libye et ça excite les adversaires, ça les rend fous furieux. La trahison entre guillemets de Bennett a rendu fou furieux la droite et a radicalisé la droite et l'extrême droite. Bon, le soutien de Mansour Abbas, qui a été extrêmement loyal, un parti arabe extrêmement loyal à Israël, était, je pense, une bonne chose, mais ça a radicalisé les choses. Et surtout, quand on voit la déclaration de Lapid, avec laquelle moi j'adhère plutôt à ce qu'il dit dans sa critique de Netanyahou, qui est évidemment très virulente, très personnalisée, ça c'est ce qu'on peut lui reprocher, mais surtout il met en avant les droits de l'homme, les droits des homosexuels, les libertés, la justice, l'état de droit, mais il ne parle pas de la question sociale. Et le grand échec de la coalition sortante, c'est sur la question sociale. Et c'est le même problème qu'on a partout avec les gauches, les gauches ou les centres-gauches ou ceux qui se présentent progressistes, c'est l'oubli total de la question sociale au profit des questions sociétales. Le Meretz a disparu de la Knesset. Le Parti travailliste est aujourd'hui le dernier parti, parce que non seulement sur la question des Palestiniens, ils ne proposent rien qui puisse réellement satisfaire, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tort de vouloir la paix, mais surtout sur la question sociale, ils ont abandonné les catégories les plus populaires. Vous savez mieux que moi, il y a beaucoup de gens pauvres en Israël, il y a beaucoup de pauvreté, la hausse des prix, les prix à la consommation sont très élevés, et ceux qui s'en préoccupent, c'est le chasse, c'est les religieux du chasse, c'est le Likoud de Netanyahou. Et donc là, c'est plutôt cette critique, moi, que je ferai à l'opposition de Netanyahou, à Lapid, à Gantz et aux autres, plutôt que d'être contre Netanyahou, parce que quand même, lui, il a des affaires judiciaires. C'est lui-même qui avait demandé à Olmert, il y a 12 ans, 13 ans, qui était Premier ministre, de démissionner alors même qu'il n'était pas mis en examen. Il tord la loi pour faire entrer au gouvernement Arié Deri, qui a été condamné par la justice. C'est pas encore fait d'ailleurs, parce qu'on dit les premiers pas, mais c'est pas encore fait. La Cour suprême peut décider que c'est inacceptable et ne pas donner à M. Deri la possibilité d'être ministre. Et peut-être qu'on va se mettre d'accord sur une conclusion, c'est évidemment, si la situation se tend avec l'Iran, ce qui est tout à fait probable, puisque l'Iran est maintenant engagé dans la course à la bombe, et qu'il n'y a plus de frein, il n'y a plus d'accord, il n'y a plus de négociation, il y a une majorité de centre-gauche et de centre-droit qui peut se constituer en Israël et qui serait très large et qui aurait une large assise. Et moi, c'est ce que j'ai dit en discutant avec des gens de Yesh Atid ou de chez Gantz. Si vous pensez vraiment que l'extrême droite est le pire des dangers, eh ben, vous êtes obligé de faire alliance avec le Likoud. Mais il y a beaucoup de haine. Il y a une haine très forte au sein du peuple juif en Israël. Et cette haine, Netanyahou en a aussi sa part.
C'est un pays normal. Alors, c'est un pays normal. Alberto Toscano. Je doute qu'on arrivera à un gouvernement de large coalition avec cette Knesset. D'ailleurs, cette semaine, Yair Lapid a prévu des élections anticipées, évidemment, pendant cette année 2023. Et je crois aussi qu'on doit garder la distance entre des sujets vraiment différents, comme le sujet de la bombe iranienne et le sujet qui aujourd'hui, à mon sens, est fondamental, comme tu le disais, par rapport à la situation politique actuelle, c'est le sujet de la justice. Là, il y a un réel conflit. Une réelle menace. Un réel conflit de pouvoir aujourd'hui en Israël, entre le pouvoir législatif et exécutif d'un côté et le pouvoir judiciaire de l'autre. Dans toute démocratie, il y a un équilibre de pouvoir. Et dans le cas spécifique d'Israël, aujourd'hui, il y a encore un équilibre de pouvoir parce que la Cour suprême exerce ses pouvoirs. Mais il y a une menace réelle, bien réelle, au pouvoir de la Cour suprême de la part du gouvernement et de la part de la majorité actuelle de la Knesset. Là, il y a un problème fondamental et ce problème est posé, ce point d'interrogation est posé par certains des premiers actes du nouveau gouvernement Netanyahou. Bruno Finel. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Prenez le cas de ce ministre Deri, qui a fait 3 ans de prison ferme, qui a été récemment condamné pour corruption, qui est officiellement ministre. La Cour suprême, les 11 membres de la Cour suprême sont chargés d'étudier le problème. On aura sans doute la semaine prochaine ou plus tard la décision définitive. Parmi ces membres, il y a 2 courants. Il y a ceux qui considèrent que c'est parfaitement illégal d'avoir nommé Deri à un poste ministériel, et il y en a d'autres qui considèrent que c'est pas illégal, mais que moralement c'est condamnable. Bon. Une fois que la décision de la Cour suprême sera connue, Deri devra démissionner. Mais comme vous le disiez à l'instant, comme ils vont changer le système judiciaire, il partira par la porte, il reviendra par la fenêtre. Parce que la Knesset, dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, votera un dispositif qui lui permettra de revenir. Donc finalement, voilà où on en est aujourd'hui. Michel Taubman, est-ce que le risque est réel que la Cour suprême perde de son pouvoir parce que c'est tout de même un pilier, et pas le moindre, de la démocratie israélienne? C'est pas parce que Netanyahou veut faire quelque chose que c'est forcément mauvais. D'ailleurs, Benny Gantz, qui fait partie des opposants les plus modérés, a demandé à ce que les partis d'opposition soient associés à une discussion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas refuser toute réforme des institutions. Et bon, le problème en Israël, c'est qu'il n'y a pas de constitution. Et donc, parce que l'État s'est construit comme ça, en 1948, il n'y a pas de constitution. Et donc, on peut comprendre le point de vue de gens qui, surtout à droite, mais il n'y en a pas à gauche parce que c'est très politisé, de gens qui pourraient dire la Cour suprême a trop de pouvoir. C'est le Parlement qui a la légitimité populaire. Bon. En France, par exemple, aux États-Unis, on a des membres de la Cour suprême ou du Conseil constitutionnel qui sont désignés par les pouvoirs politiques. En France, c'est le président de l'Assemblée nationale, président de la République, président du Sénat, et on ne trouve pas ça scandaleux. Bon, en Israël, cette Cour suprême a beaucoup d'indépendance. Mais dans l'état actuel des choses, donc une réforme qui pourrait être discutée... On peut réformer... Non, mais juste, j'aurais fini. Mais dans l'état actuel des choses, c'est évidemment explosif parce que les motivations de cette réforme ou de ce nouvel équilibre des pouvoirs... Ils sont pour faire entrer un individu. Pas seulement. C'est aussi pour sauver Netanyahou. Pour sauver judiciairement Netanyahou. Tout ce processus est dû depuis 5 ans est dû à ça. C'est un problème de principe qui d'ailleurs est un débat de formes différentes présente aussi dans l'actuelle politique italienne. Et d'ailleurs pas qu'italienne. Et le problème est que Israël, même s'il n'a pas de... L'Angleterre, la Grande-Bretagne non plus n'a pas de constitution, mais il y a des traditions et il y a un respect de l'opinion publique pour des lois qui sont considérées réellement fondamentales. Ces lois ne peuvent pas être modifiées à majorité simple du Parlement. Il faut, dans le cas italien actuel, où il y a une constitution qui prévoit ça, une majorité de 2/3 pour introduire les réformes certaines réformes que Giorgia Meloni veut introduire dans les institutions et dont elle ne peut pas les faire. Parce que ou c'est la majorité de 2/3, ou c'est le référendum populaire. Mais on ne peut pas
changer des éléments fondamentaux de l'architecture démocratique d'un pays, constitution ou pas constitution, à la majorité simple. Il faut une majorité qualifiée. Alberto a tout à fait raison, d'autant plus qu'en Israël, on a un système monocaméral, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chambre. Et en France, on trouve que le président de la République, jusqu'à présent, avait trop de pouvoir. Là-bas, la Chambre peut avoir trop de pouvoir, beaucoup de pouvoir, puisque le président de l'État lui-même est issu de la Chambre des députés. Il n'y a pas de Sénat pour équilibrer, donc comme il y a dans la plupart des pays occidentaux. Donc il y a effectivement... pour être objectif, le fait qu'Israël, après 75 ans, mette à place les institutions et les réformes, oui, mais ça peut pas se faire d'un point de vue de l'opportunité politique d'une majorité qui est comme toutes les majorités de circonstances. Et on peut pas changer les lois fondamentales avec 1, 2 ou 3 voix de majorité. Voilà. Et c'est ça le problème. Voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est une discussion qu'on continuera d'avoir dans cette émission. On va passer à l'Ukraine. La guerre de propagande n'a toujours pas baissé d'intensité, elle s'est même intensifiée et Poutine continue à assimiler les Ukrainiens aux nazis. Ça n'a pas baissé en intensité. En même temps, Poutine a ordonné un cessez-le-feu pour 36 heures pour la période du Noël orthodoxe. Christine Claire, c'est du cynisme, de l'hypocrisie, oui, de la propagande, qu'est-ce que c'est ? Les trois. Du cynisme, de l'hypocrisie, de la propagande. Tout lui est bon, simplement, ça commence quand même à moins marcher. On a pu, de temps en temps, être touché par une argumentation, mais là, ça n'est plus possible, avec le nombre de morts, de gens torturés, blessés. On sait qu'il est prêt à tout, qu'il ne propose des accalmies que pour avoir le temps de refaire ses forces. Je ne sais pas qui y croit encore à son discours, mais ce qui est terrible, c'est que à cause de lui, on se met à, je ne dirais pas à détester, mais à ne plus aimer les Russes. On avait été nourris, d'amitié franco-russe, d'un grand passé, de valeurs communes, de littérature, d'art. Je me rappelle avoir accompagné Philippe Séguin à Moscou. Je me rappelle le fameux voyage de Gaulle pour rencontrer Staline. Bon, il y avait quelque chose en commun entre nos pays et tout ça s'efface. On a l'impression que les jeunes générations n'ont pas appris notre histoire, ni même notre histoire de l'art, qu'elles ne sont nourries que de la propagande ahurissante, anti-nazie. Bon, alors on croyait que les Russes avaient gagné la guerre contre les nazis il semble que non, apparemment, puisqu'ils voient des nazis partout maintenant. Alors, ils n'ont fait que nourrir les nazis, les engraisser, les faire se multiplier. Enfin, tout est inconcevable, tout n'est que mensonge. On peut pas recevoir le moindre message venant de lui. J'espère en tout cas qu'on ne le reçoit pas, mais il paraît qu'on le reçoit beaucoup par les enfants, les jeunes le reçoivent beaucoup sur leur téléphone portable et qu'ils sont en train de consulter constamment en traversant la rue. Ils reçoivent les messages de Poutine. Alors, j'aimerais bien votre regard, les uns et les autres, sur le fait que dans ce conflit, on voit le retour de l'Amérique sur la scène internationale. C'est de plus en plus visible et Joe Biden est totalement impliqué dans ce conflit. Et on voit, pour la première fois aussi, la France annonce qu'elle va livrer des chars légers, certes, mais des chars à l'Ukraine. C'est quand même c'est un changement de pied du président de la République. Oui, parce que c'est vrai que pendant des mois, il s'est préoccupé de maintenir des liens avec Poutine. Bon, et puis je pense que il s'aperçoit lui aussi que c'est impossible, ou peut-être qu'il faut de temps en temps manier la menace, et pas seulement des déclarations de bonne volonté. Quant aux États-Unis, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que cette grande puissance
souvent détestée, on s'aperçoit de plus en plus à quel point on dépend d'elle. Et les Français en particulier, les Européens, s'aperçoivent que sans la défense américaine, on n'est rien. D'accord, on a quelques chars, on a des trucs, mais enfin, s'il y avait une guerre, on compte pas. Donc, on ne fait que s'appuyer. Ça dure depuis la guerre de 1914, la guerre de 1940. On peut leur cracher la figure, les critiquer. Il n'empêche que, allô Bobo, allô papa, Bobo, dès qu'il y a quelque chose, on les appelle. Comment font-ils, les Américains, pour avoir 350 millions d'habitants, pour avoir une défense tellement plus importante que l'Europe, qui en a presque 500 millions? Ça nous fait honte et ça nous interpelle quand même. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas fichu de se défendre? Pourquoi est-ce qu'on est toujours à la merci des Russes ou des Chinois, et que chaque fois il faut se tourner vers ces Américains? Là, pour le coup, pour la livraison des chars, la France a quand même, battu de vitesse. Non, mais c'est très bien, mais on sait que c'est l'Amérique et l'Allemagne qui a annoncé après Macron qu'ils allaient... Mais enfin, on sent bien, je me tourne vers le grand européen de l'émission, on sent bien que l'Europe est bousculée dans ce conflit, non? L'Europe est bousculée et quelque part aussi humiliée, parce que l'initiative politique est totalement dans les mains des États-Unis. Et l'Europe, qui dans d'autres occasions a eu une initiative sur d'autres dossiers, sur d'autres situations de crise internationale, cette fois est totalement derrière, aplati sur la position américaine, qui sont sans doute des positions justes, parce que l'agression russe à l'Ukraine a été telle qu'il fallait une réponse commune. Mais aujourd'hui, il faut aussi une initiative pour la paix. Parce que cette guerre qui va arriver bientôt à son premier anniversaire doit trouver une solution, et cette solution doit être cherchée sur la base d'une volonté de paix. Devant la position agressive de Poutine dont Christine parlait, il y a la possibilité, je crois, de la part des Européennes et de toute façon de personnes de bonne volonté, de avoir une mobilisation pour chercher un chemin pour la paix. Et je crois que la situation internationale d'aujourd'hui voit un super pouvoir des États-Unis et une situation marginalisée de l'Europe. Et ça, c'est un problème réel. Michel Taubman. Moi, je partage le souci d'Alberto, dont on a déjà discuté, et qui est le souci de quelqu'un qui a de l'expérience et qui est sage, et qui sait que la guerre appelle la guerre, le sang appelle le sang, la mort appelle la mort, et l'escalade appelle l'escalade. Et cette année 2023 ne présage rien de bon de ce point de vue, que ce soit entre l'Ukraine et la Russie, et donc entre la Russie et l'Occident, puisqu'on est tous engagés dans ce combat, juste d'ailleurs pour soutenir les Ukrainiens, que ce soit entre Taïwan et la Chine, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, que ce soit entre Israël et les Palestiniens, et surtout entre Israël et les Iraniens, puisque c'est là le vrai enjeu. Donc on est dans une situation explosive, et c'est vrai que on ne connaît pas les conséquences. Quand une guerre commence, on ne sait pas où elle peut s'arrêter. Donc, essayer de trouver des solutions, mais qui ne soient pas en défaveur des Ukrainiens. Et c'est toute la difficulté, parce que ce discours de nazification de l'adversaire, quand on dit que l'adversaire est un nazi, les nazis, ce sont ceux dans l'histoire qui ont été battus, les seuls dans l'histoire, les nazis qui ont été battus et dont le pays a été démembré, qui ont été dont les idées sont interdites à tout jamais dans les pays démocratiques, qui ont été rayées de la carte, etc., etc. Et avec les nazis, on ne fait pas de concessions. Churchill et Roosevelt ont voulu aller, et Staline ont voulu aller jusqu'à Berlin. Donc quand on fait la guerre aux nazis, on ne fait pas de compromis, on ne fait pas la paix. Donc le discours de Poutine, il faut l'entendre pour ce qu'il est. Et c'est ça qui est très inquiétant. Et ce discours, il n'est pas nouveau. C'est quand même le discours de la guerre froide, parce que les SS assimilés aux nazis, les Américains assimilés aux SS et aux nazis, c'était ce que l'Union soviétique et la propagande communiste disaient dans les années 50 et encore au début des années 60. C'était ce que l'extrême gauche en France disait des CRS, CRS-SS. C'était ce que Mitterrand, dans le coup d'État permanent, disait de Gaulle. Donc cette fascistisation ou nazification de l'adversaire, ça veut dire qu'on est dans un combat d'abord qui est très
totalement surréaliste, très rétrograde, mais c'est aussi la seule chose qu'ils ont pour se justifier. C'est la seule chose qu'ils ont, c'est la référence à la Grande Guerre patriotique. Je suis obligé d'interrompre. Mais ça va être difficile. Le 4K revient dans un instant. On va marquer une pause. Le 4K politique de la semaine avec autour de nos micros Christine Claire, Alberto Toscano, Michel Taubman et Bruno Finel. Alors on va parler, je me tourne vers vous parce que vous connaissez bien le sujet. Christine Claire, la rentrée sociale est tendue en France, c'est le moins qu'on puisse dire. Réforme des retraites, hausse des prix, crise du système de santé. Les dossiers s'accumulent pour le gouvernement qui va connaître une rentrée difficile. Oui, et dans une certaine mesure, on se dit qu'il l'a bien voulu. Pas Elisabeth Borne qui fait de grands efforts, mais Emmanuel Macron. Comment a-t-il réussi à braquer ainsi un dirigeant syndical comme celui de la CFDT, qui traditionnellement était tout de même un syndicat qui était prêt à négocier. Enfin, il faut remonter loin, bien sûr, à Nicole Notat pour se souvenir des accords passés avec Alain Juppé sur le temps de travail. Maintenant, ça paraît impensable. C'est niette à tout. Donc, d'une part, il y a la base, certainement, 56% des Français à peu près qui sont contre une réforme des retraites ou qui ont peur. On n'a pas su vraiment expliquer, on n'a pas su dire que des gens qui ont commencé à travailler à 15 ans dans des métiers pénibles ne seraient pas concernés. Rien n'a été vraiment expliqué. Mais il y a ensuite aussi une forme de durcissement de Macron qui n'a pas voulu vraiment négocier avec les syndicats. C'est pas nouveau, c'est depuis le début. Il préfère créer des trucs, des machins, Conseil national pas de la résistance mais de la refondation, des trucs. Et certainement, au-delà de l'aspect économique, social, il y a des blessures personnelles. Et certainement, un homme comme Laurent Berger a été blessé et humilié. On ne peut pas l'expliquer autrement. D'abord, il n'a pas été reçu assez souvent, on n'a pas eu de discussion franche. Il a fait des efforts de bonne volonté, justement, en se présentant, en se rendant à ce Conseil national de la refondation auquel personne ne croyait, pas même l'homme qui avait été mis à la tête de ça, qui est François Bayrou. Mais apparemment, il n'y a pas eu de réponse satisfaisante, il n'y a pas eu de volonté. C'est à croire que Macron cherche la guerre, cherche une crise pour montrer qu'il est un homme vrai et que lui a le courage d'affronter le mécontentement social, alors que ça paraît vraiment pas être le moment. Vraiment et pas vous mettez dans le lot aussi Elisabeth Borne. Non, je pense qu'Elisabeth Borne fait de son mieux, mais elle a des consignes du président, elle fait de son mieux, mais recevoir les gens et puis annoncer après que la réforme est prête, enfin, ne pas tenir compte vraiment de leurs propositions, ça va pas dans le bon sens. Alors, fallait-il peut-être encore reporter cette réforme? Sans doute, puisque c'est le plus mauvais moment sur le plan international, économique, même si tout le monde est convaincu que ça n'ira pas loin, mais même qu'il y aura encore de l'argent dans les caisses, mais que ça ne saurait durer, puisque le chômage risque quand même de repartir à la hausse avec la crise. Mais en tout cas, on a l'impression vraiment, du côté de Macron, il voulait cette réforme, il l'a pas faite pendant son premier quinquennat, il veut absolument l'avoir, pouvoir s'enorgueillir de ça, quitte à mettre la France dans la rue. Et on assiste à ça navré, parce qu'on a vraiment l'impression que les enjeux internationaux sont d'une autre ampleur. Alors, vous parlez des syndicats, mais je veux dire, sur le plan de la classe politique, c'est pas mieux. Je veux dire,
Est-ce qu'il y a une chance pour que les Républicains se mettent d'accord entre eux et acceptent cette réforme qu'ils appelaient de leur vœu, ce qui faciliterait les choses, parce que ça éviterait d'adopter la réforme par le 49.3. Encore faudrait-il que Elisabeth Borne, c'est-à-dire finalement Macron, leur tende la main, fasse semblant d'accorder quelques concessions. Bon, les sénateurs travaillent depuis des années là-dessus. Ils ont un plan de retraite à 62 ans. Gérard Larcher l'explique très bien. Ils ont beaucoup travaillé, ils savent l'expliquer, parce que eux, ils voient les électeurs de près sur le terrain. Il y a certainement des accords possibles. Éric Ciotti fait beaucoup d'efforts pour essayer de rassembler les uns et les autres. Et puis, c'est un enjeu très important pour lui. Il faut que la droite montre qu'elle est quand même capable de diriger, qu'elle est quand même capable de comprendre les situations, ne serait-ce que s'il veut, comme il le prétend, préparer la voie pour Laurent Wauquiez. Je pense que sans avoir l'air de tout céder, la droite pourrait en faire une petite victoire si elle obtient quelque chose, si elle arrive à convaincre et Macron, Elisabeth Borne, que on peut avancer doucement avec des accords. Mais pour le moment, le problème, c'est, je crois, la CFDT est complètement bloquée. Il s'est passé quelque chose, non seulement de politique, elle veut pas que ces gens se mettent... d'ailleurs moins. Mais il s'est passé... si, il s'exprime encore, mais il y a une blessure personnelle, d'amour-propre, plus la crainte, évidemment, que les troupes ne suivent pas, que les gens descendent dans la rue. Et pourtant, quand on voit les sondages, une majorité de Français est quand même convaincue qu'il faut faire quelque chose. Si on se compare aux autres pays européens, nous sommes quand même très en retard. Alors, il est vrai aussi que nous ne donnons pas de travail aux plus de 60 ans. Il y a beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. On peut pas dire aux gens, vous ne prenez pas votre retraite et pas leur donner de boulot. Il y a tout un ensemble, mais on peut imaginer que des gens de bonne volonté pourraient arriver à négocier sur cet ensemble. Pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage? Sinon, peut-être pour des raisons personnelles. Des raisons de... Parce que sur le fond, la discussion a l'air de se focaliser sur le curseur, 62, oui, 63, oui, exactement. 64. Et en combien de temps? Est-ce que ça va être en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans mais il y a beaucoup de blocages dans les esprits. Bon, finalement, il n'y a que LR, il n'y a que la droite pour le moment, que ce soit d'un côté le président du Sénat, de l'autre le nouveau président de LR, qui semble vouloir faire des efforts. Et la pauvre Elisabeth Borne qui est bloquée entre les deux. Et qui va présenter donc cette réforme. Ça fait rire. Mardi prochain. Ça fait rire Alberto. Ça fait rire Alberto. Pourquoi les Républicains devraient soutenir Macron sur un texte qui est fondamental pour l'avenir d'Emmanuel Macron et du gouvernement? Alors, qu'est-ce qu'ils auraient en échange? Peut-être un bouquet de fleurs, peut-être de la bonne volonté, mais on on observe tous de la politique depuis un certain temps. Et je m'étonnerais du fait que les Ciotti, les Républicains, décident d'un jour à l'autre d'aider Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pour simplement de la bonne volonté, parce qu'ils ont fait de bonnes choses. Alors, qu'est-ce qu'on donne en échange? Mais pour être fidèle à leur propre discours. Ah oui. Madame, c'est un genre d'enjeu. Madame Valérie Pécresse, candidate à la République, demandait qu'on passe à 65 ans. C'était dans son programme. D'accord. Vous avez raison. Je crois qu'au nom de... S'il vous plaît. La politique, c'est qu'est-ce qu'on leur donne en échange? Pour avoir le soutien des Républicains, on doit donner quelque chose d'important, de substantiel aux Républicains. Oui. Sauf, d'accord, les Républicains ont déjà montré leur penchant suicidaire, donc ils peuvent se suicider une fois de plus. Mais s'ils font de la politique, il faut que quelque chose en échange leur soit donné, à la fois en termes politiques et en termes de pouvoir, et donc qu'il y ait une nouvelle majorité, un nouveau gouvernement. Seulement à cette condition, on peut imaginer que les Républicains décident de soutenir le gouvernement sur un texte si important
pour Emmanuel Macron. On est dans ces jours de négociation. Qu'est-ce que vous me donnez en échange? Oui, évidemment. C'est évident. Mais en même temps, je ne pense pas qu'un parti qui prétend revenir au pouvoir, gouverner la France, puisse se vanter d'avoir empêché une réforme qui semble être partout en Europe appliquée. Et bien entendu, il faut des conditions. Mais bien ils diront que cette réforme était mal ficelée, qu'il n'y avait pas eu le dialogue. Sûr. Le prétexte en politique, Christine, c'est toi qui me l'apprends. Toi, maestre de politique. Mais ça veut dire que vous reprochez à Mme Borne de temps en temps, je suis assez naïve pour penser que l'intérêt national peut quand même avoir une importance. Voilà. Pas uniquement combien vous me donnez, qu'est-ce que j'ai en échange, etc. De temps en temps, elle a un côté petit chose. Voilà. Elle a un côté la comtesse de Ségur. C'est bien, hein. Non, gaulliste, voilà. Non, mais je dirais que les Républicains... gaulliste, oui, d'accord. Les Républicains sont déjà... Le problème, c'est qu'ils sont déjà au gouvernement, avec les postes clés, avec Bruno Le Maire, avec Darmanin. Oui. Donc c'est un peu... Ils ne sont plus considérés comme républicains, ils sont considérés comme traîtres. Alors. C'est un peu ça le problème. Et je pense que ce que je disais tout à l'heure sur Israël, c'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à la victoire des extrémistes. En Israël, il y a potentiellement une majorité de centre-gauche et de droite qui peut se dessiner. Et ce qu'on constate, c'est qu'en France, les Français ont voté comme à la proportionnelle. On a une assemblée qui ressemble à ce qu'elle aurait été à peu près avec la proportionnelle. Il y aurait eu plus de Rassemblement national, il y aurait eu plus de gauche. Et les macronistes auraient eu moins de sièges à la proportionnelle. Mais le vrai problème, c'est ce qui s'est joué après les législatives, c'est l'incapacité, je dirais, du gouvernement, mais aussi des oppositions, à se mettre d'accord, comme on fait dans les démocraties parlementaires, sur un gouvernement qui aurait été la représentation parlementaire de la majorité présidentielle. Parce qu'on dit les Français ont voté par défaut, mais il y a 58% des Français, une grande partie des Verts, des socialistes, du centre évidemment, et des républicains qui ont voté pour Macron. Alors je veux bien qu'on dise c'est pas, il est illégitime. Ils ont voté pour quelqu'un, après ils disent il est illégitime. Alors il y a la responsabilité de Macron et de son parti et des siens, mais il y a aussi la responsabilité des autres. Et là, je crois qu'on est quand même devant quelque chose qui est le mal. Un des mots français, c'est cette incapacité à faire des compromis. C'est tout ou rien. Et ça, c'est la Ve République. C'est où on est au pouvoir, où on est en opposition. Et là, on est devant une crise, au-delà de la question des retraites, devant une crise institutionnelle, presque les ferments d'une crise de régime, d'une crise de la représentation, puisque les Français, disons que c'est comme quand vous êtes dans des chaussures qui sont trop petites pour vous. Les Français ont voté comme à la proportionnelle, et on veut continuer à faire comme avant, c'est-à-dire avec un président qui décide. Et d'un côté, on nous dit ce président est illégitime. C'est pas vrai, il est légitime. Il n'y a pas de majorité, si, il y a une majorité relative, mais il appartient toujours à la majorité relative de constituer une majorité absolue en faisant des compromis et des alliances. Et c'est ce qui se serait caractérisé par un gouvernement large, avec des Verts, avec des socialistes, avec des on a beaucoup aimé les cohabitations, voilà. Mitterrand-Chirac. Oui, mais là, c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai, mais quand même des compromis. Oui. Mais quand on est dans la cohabitation, le président est le chef de l'opposition. Alors que là, il s'agit de partager le pouvoir, et on aurait abordé la réforme de retraite autrement. Et on ne peut pas laisser non plus ce rôle-là aux syndicats. C'est-à-dire que le rôle du Parlement est essentiel, et les syndicats ne peuvent pas être le seul interlocuteur du gouvernement. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage de pas être capable d'avoir Laurent Berger avec soi. Mais Laurent Berger, de son côté, je trouve qu'il a mis la barre très haut, parce que Elisabeth Borne a dessiné des pistes. Il y a des pistes de négociation importantes sur la hausse des petites retraites, sur la limitation à 43 ans de la durée de cotisation. Donc elle met des pistes de négociation qui atténuent la dureté de la réforme et qui la rendent plus juste. Et lui, il dit pas 65 ans, pas 64 ans, et il se borne sur la question de l'âge. Et donc là, on a vraiment des gens qui, d'un côté et de l'autre, pourraient négocier. Un dialogue de oui, c'est un peu le problème. C'est un vrai problème. Alors, je vous propose d'avancer, et je voudrais vous entendre sur le procès intenté initialement, parce que bon, c'est un truc à épisode, par la mosquée de Paris contre Michel Houellebecq, l'écrivain accusé d'avoir dénigré l'islam. Il y a eu jeudi matin une entrevue entre le recteur et l'écrivain par l'intermédiaire du grand rabbin de France, Raïm Corsia. Michel Houellebecq s'est engagé à préciser sa pensée dans un livre à venir qui sera tiré des entretiens parus dans Front populaire, et le recteur
a suspendu sa plainte, suspendu mais pas annulé. Est-ce que finalement on peut considérer que peut-être qu'il aurait mieux valu que ce procès ait lieu et qu'on vide l'abcès. Quel est votre sentiment là-dessus, mais depuis Christine Claire? Depuis quand un procès devrait-il avoir lieu parce qu'une religion se sentirait attaquée mais on est en France. On est en France. Moi, j'ai été élevée dans la religion catholique. Qu'est-ce que j'ai pu voir comme caricature infamante des papes, qu'est-ce que j'ai pu entendre comme discours. Mais on est en France, on le supporte. Ou bien alors je sais bien que c'est un modèle, cette laïcité, qui finalement est de moins en moins admis, qui est un modèle unique dans le monde. Mais c'est le nôtre, on y tient encore. Si ce sont les religions qui doivent régner, mais alors là, c'est la guerre à tous les coups. Enfin, depuis quand fait-on un procès parce que un dessin nous déplaît, une caricature nous déplaît, un discours mais ça n'est pas interdit par la loi, que je sache. Mais ce monsieur, ce recteur, il est complètement à côté de la plaque. Il faudrait quand même lui faire lire l'histoire de France, la Constitution. Je veux dire, moi, il y a des tas de choses qui me déplaisent dans la presse, que je lis tous les jours par ailleurs. Il y a des tas de choses qui me déplaisent, mais enfin qui portent atteinte à mes croyances, à mes traditions. Mais on vit ensemble. Et il y a des choses qui nous déplaisent chez les autres, bien sûr. Et nous disons peut-être des choses qui leur déplaisent. Je suis originaire du Havre. L'autre jour, il y a quelques jours, je lis une interview d'Annie Ernaux, notre Nobel, dont nous sommes fiers, parce que finalement elle est normande, elle était tout près de chez moi. Mais je lis qu'elle déteste la bourgeoisie havraise, les filles de la bourgeoisie havraise. Donc elle me déteste, je la connais pas. Mais enfin, alors tout le monde doit détester quelqu'un, son voisin. Elle déteste pas les Italiens, non? Elle déteste pas les Italiens. Moi, je suis tranquille, moi. Elle n'a pas encore dit. Tu sais, les bourgeois italiens. Les bourgeois italiens. En plus, ils ont tendance à être un peu cathos. Oh non, c'est épouvantable, c'est l'abomination pour elle. Enfin, tout le monde va détester tout le monde, c'est effrayant. Et tout le monde va vouloir venger sa race. Oui, mais là, venger sa race, voilà, c'est ça, sa race. Mais là-dessus, elle se compare à Rimbaud. C'est pas n'importe qui, hein. Rimbaud a dit ça? Non, il a dit quelque chose de pas éloigné dans un de ses poèmes, donc évidemment, elle... Non, moi, ce que je voudrais dire quand même sur la question il y a deux débats. Il y a la question de la judiciarisation du débat politique. Oui. C'est pas propre aux religions, c'est général. C'est-à-dire que tout le monde fait un procès à tout le monde pour quoi que ce soit. Et les juifs ne sont pas les derniers de ce point de vue-là. C'est qu'on a des procès pour un oui, pour un non. Bon, au lieu de débattre sur le fond. Sur le fond, moi, je débatte sur le fond, parce que moi, je n'ai pas à m'associer, ni à même à me prononcer sur la plainte du recteur, qui d'ailleurs est suspendu. Sur le fond, je ne suis pas d'accord avec Michel Houellebecq sur deux choses. Il oppose les Français de souche et les musulmans. Or, il y a d'abord, c'est ce concept de Français de souche, je pense, c'est un concept, moi, qui m'est étranger, et qui est faux, parce que il y a beaucoup de musulmans qui sont des Français de 2e, 3e, 4e, 5e génération, et moi-même, et Alberto Toscano, qui lui, est le type même du Français de souche, nous ne sommes pas sûrs. Je suis même pas français. Voilà, donc voilà, je suis un immigré. Je plaisantais. Depuis 37 mais moi, je ne suis pas le type même du Français de souche. Voilà, je suis. Mais voilà. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne voulez pas l'interdire de l'écrire. Non, mais attendez, je vous dis, moi je ne lui réponds pas. Là, je ne parle pas du procès. Mais sur le fond, non, mais moi je ne parle pas du procès. Là, je le dis, je suis d'accord avec vous. On n'est pas obligé de faire des procès pour discuter sur le fond. Mais sur le fond, je ne suis pas d'accord avec Houellebecq. C'est une idiotie d'opposer les musulmans à les Français de souche. Français, c'est une nationalité. De souche, ce serait quelque chose qui aurait trait à l'ethnie. Alors c'est totalement contraire à la conception de la nation française. Et musulmans, c'est une religion. Il y a des musulmans qui s'appellent Dupont, qui s'appellent Martin. C'est une minorité. La plupart des musulmans sont originaires à première, deuxième, troisième ou cinquième génération des anciennes colonies, mais c'est une idiotie d'opposer les deux. Deuxième idiotie, deuxième erreur politique, disons, c'est de confondre islam et islamisme. Et là-dessus, je pense
qu'il se trompe même sur l'état d'esprit des Français. Les Français, quand il dit que les Français, il va y avoir des Bataclans à l'envers, les Français vont aller tuer des musulmans, faire des attentats, etc. Les Français, après les attentats, ont été extrêmement modérés dans leur réaction par rapport aux musulmans, et même le Rassemblement national, et c'était d'ailleurs une différence importante entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, le Rassemblement national combat l'islamisme, c'est-à-dire une idéologie politique, et alors il peut y avoir des ambiguïtés, etc., ça je veux bien, mais en tout cas, personne de sérieux sur la scène politique française ne confond la religion, qu'est l'islam, et l'islamisme, qui est une idéologie politique qu'il faut combattre, qui est antidémocratique, et qui, évidemment, s'appuie sur la religion, qui n'est pas sans rapport avec l'islam. Mais quand il confond, quand il rejette les musulmans dans leur ensemble, quand il dit que l'islam est la religion la plus con du monde, etc., etc., je pense que ce sont des provocations. Et lui, l'écrivain, oui, non, mais on peut pas être d'accord. Non, il a tout à fait le droit de le dire, mais on peut pas être, je veux dire ce que je pense. Et lui, comme Houellebecq, il parle beaucoup de guerre civile, et il y a une espèce de jouissance chez les intellectuels d'extrême gauche comme d'extrême droite depuis toujours. Quand on en parle, c'est aussi qu'on la veut, qu'on la souhaite, la guerre civile. Et moi, je souhaite pas la guerre civile, donc je souhaite le débat. Comme Christine Claire, il faut que, ce qu'a fait le grand rabbin est très bien, que M. Houellebecq et le recteur de la mosquée discutent ensemble, qui s'expliquent. Et si Houellebecq... on va conclure là-dessus et on va faire un tour de table sur votre coup de cœur. Avec Christine, avec Michel. Je dis seulement un mot sur cette histoire des Français de souche. En partant de mon expérience personnelle. Et je suis là depuis 37 ans en France. Et si je crois que nous, Européens, on est chez nous et dans l'Europe entière. Et je me sens français en tant qu'Européen. Et je crois que c'est une chose merveilleuse pour ceux qui ont vécu une époque précédente. J'ai étudié à Paris dans les années 70. À l'époque, il fallait plein de papiers pour se sentir. Et on ne se sentait pas chez soi dans un autre pays européen. On a fait un progrès énorme et je crois que cette valeur extraordinaire... Alors, en style, je m'excuse, hein, en style télégraphique, je suis obligé de vous demander de faire, parce que j'ai le compteur qui est notre maître à tous, donc... coup de cœur, coup de griffe en style télégraphique. Oui, coup de cœur, l'article de Michel Onfray, dans le Point, sa lettre ouverte au recteur de la mosquée de Paris, de la grande mosquée de Paris. Qui est paru dans le Point. Oui, qui lui dit Mon coup de cœur est sur ça, sur la joie de se sentir de souche en étant dans un autre pays européen et sur le bonheur de pouvoir imaginer une France d'une vraie intégration, une Europe d'une vraie intégration contre tous ceux qui utilisent les idéologies et les religions pour nous diviser et pour prêcher la violence. Moi, mon coup de cœur, c'est pour Sefideh Farsi, qui est une cinéaste iranienne qui vit en France depuis près de 40 ans et qui publie un très bel article dans Le Monde daté de vendredi, 6 janvier, et qui elle-même a été dans les geôles iraniennes, qui elle-même a subi la violence des mollahs et des geôliers de cette horrible dictature il y a déjà 40 ans, qui est exilée en France et qui manifeste sa solidarité avec ses enfants, parce que ce sont des jeunes filles, des jeunes garçons de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui portent très haut la revendication de la liberté, de la démocratie, et qui sont quand même un grand motif d'espoir pour cette année 2023. Merci à tous les trois, à tous les quatre. C'était le 4 quarts politique de la semaine. Bon dimanche à tous.